Et bonjour, bonjour et bienvenue à cette session consacrée à la transition énergétique. Bonjour à tous les lycéens qui sont autour de nous et puis bonjour aussi à tous les lycéens qui sont en ligne. On me dit qu'il y a même la terminale de Kuala Lumpur, de Nantes, à Versailles, Créteil, enfin voilà, le monde entier nous écoute et c'est formidable. Et donc on va commencer à parler évidemment de stratégie de la transition énergétique, mais pas sur un plan de technologie, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, mais sur un plan qui nous intéresse évidemment beaucoup sur le plan de l'économie, qui est monétaire, qui est l'argent. Et donc, pour respecter les accords de Paris, il va falloir un effort considérable d'investissement dans des nouvelles infrastructures. Hein, vous le savez, il faudra mettre des éoliennes partout, rénover les logements, mettre des voitures électriques sur toutes les routes, changer les processus industriels. Tout ça, ça coûte des sommes absolument considérables. Mon voisin de droite dit que c'est comparable dans son ampleur à une révolution industrielle, comme on en a connu au cours du 19e et du 20e siècle. Sauf que celle-là, elle va se dérouler dans un temps qui est quand même très court, hein, puisque les objectifs, rien que les objectifs à 2030 sont extrêmement ambitieux, puisqu'on dit qu'il faudra réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, dans cette table ronde, on va se poser des questions d'argent. Combien ça va coûter ? Combien ça va coûter à la collectivité, bien sûr. Donc la collectivité, c'est un peu nous tous à travers les impôts, mais aussi aux industriels et à tous les acteurs. Et puis, est-ce que cette collectivité et l'État a les moyens de cette ambition ? Est-ce que l'argent privé, dont on dit qu'il est abondant, et il est abondant dans le monde, est-ce qu'il va s'investir massivement dans ces projets, et puis comment faire, hein, et puis quelles sont les conséquences économiques. Et donc sur toutes ces questions, j'ai donc le plaisir de recevoir ce matin, à l'extrême bout, Patrick Artus, qui est un petit peu le coordinateur et le concepteur de cette session, à mes côtés, et qui est conseiller économique de Natixis. C'est que des économistes, hein, donc c'est facile, vous ne vous tromperez pas. Donc à ma droite, Jean Pisani-Ferry, professeur d'économie dans le monde entier, Florence, Berlin, Washington, Paris, enfin voilà. Isabelle Coupet-Soubeyran, professeur d'économie aussi à l'université Panthéon-Sorbonne, et puis Patrice Geoffron, également professeur d'économie, mais lui à l'université Paris-Dauphine. Alors j'avais envie de commencer par vous, Jean Pisani-Ferry, parce que à la demande de la Première ministre, vous êtes en train de plancher sur les conséquences macroéconomiques de la transition climatique. Alors ça a l'air un peu sophistiqué comme présentation, mais en fait ça veut dire effectivement la question toute simple, c'est combien ça va coûter, où se trouvera l'argent et quelles seront évidemment les conséquences sur le reste de l'économie. Alors vous avez déjà publié une note en novembre dernier, déjà très intéressante, enfin assez complète. Je vous invite tous à la retrouver. C'était France Stratégie, c'est ça, pour France Stratégie. Et puis donc au mois de mai prochain, hein, dans un mois, vous allez remettre à Elisabeth Borne, enfin je suppose que ce sera encore Elisabeth Borne, on ne sait pas, votre rapport sur lesquels planchent également un certain nombre d'économistes, d'inspecteurs des finances avec lesquels vous travaillez. Alors peut-être fort de cette étude assez poussée du sujet, vous pouvez nous cadrer un peu le débat, c'est-à-dire de combien on a besoin finalement, hein, combien ça va coûter. Et puis également, comment s'y prendre, quels sont les chemins possibles et les conséquences. Merci de me faire participer à cette table ronde. Oui, alors la première question, c'est pourquoi c'est un sujet, hein, pourquoi la question des conséquences économiques est-elle un sujet ?
En réalité, pendant très longtemps, on a pensé que c'était un sujet, mais pour le long terme. C'est-à-dire c'était un sujet pour les générations futures, ou c'était un sujet intergénérationnel, donc on avait le temps. Et ces dernières années, on s'est brutalement rendu compte du fait qu'on n'avait pas le temps. Et donc il fallait opérer tous ces changements dans un délai très très court. Et ça s'est passé depuis, je dirais, en tout cas, le point de départ, ça a été l'accord de Paris, mais même l'accord de Paris, ça n'a pas été décisif. Ensuite, en 2019, l'Union européenne a décidé de se doter de cet objectif de neutralité carbone. Ça, c'était un accélérateur très grand. Et puis maintenant, rejoint par les États-Unis. Donc, en fait, au fur et à mesure, le sentiment de l'urgence augmente. Et avec le sentiment de l'urgence, évidemment, la question devient beaucoup plus une question macroéconomique, c'est-à-dire elle n'est pas au-delà de l'horizon traditionnel des macroéconomistes, elle est à l'intérieur de cet horizon. Alors, vous avez mentionné les chiffres d'investissement. Et la question, je crois, la première question, c'est pourquoi est-ce que ça demande de l'investissement? Et la réponse pour moi, on dépense déjà de l'argent dans tous ces domaines. On dépense de l'argent dans tous ces domaines, donc pourquoi est-ce qu'il en faut sensiblement plus? Et la réponse simple, c'est qu'en fait, toutes les techniques de décarbonation, ce sont en réalité des techniques de remplacement des combustibles fossiles par du capital. Et c'est simple quand on pense à un panneau solaire. L'énergie elle-même est gratuite, mais en revanche, il faut du capital pour capter cette énergie solaire et la transformer en électricité. Une éolienne, c'est la même chose. Une centrale nucléaire, c'est presque la même chose, parce qu'en fait, la partie combustible, c'est très peu dans le coût. Voilà. Une fois qu'on a fait l'investissement, qu'on a installé la machine, ça ne coûte pas grand-chose en fonctionnement, mais en revanche, ça coûte très très cher à installer. Exactement, ça coûte très très cher à installer. Et ça systématiquement, parce que si vous pensez ce que c'est que isoler un logement, isoler un bâtiment, si vous pensez même l'achat de véhicules électriques, tout ça c'est la même chose. C'est-à-dire ça coûte au moment de l'investissement, au moment du départ. Alors en termes de coût sur la durée de vie de l'équipement, on est dans des ordres de grandeur qui ne sont pas très différents des ordres de grandeur actuels, mais en termes de distribution dans le temps, c'est très très différent. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Combien ça fait? Il y a un assez large consensus en fait pour dire que c'est consensus à tort ou à raison, mais autour du chiffre de 2 points de PIB. 2 points de PIB en flux annuel, c'est-à-dire 70 milliards à peu près, aux alentours de 2030. Ça monte en régime progressivement et à partir de 2030, ça se stabilise, voire ça commence un peu à baisser. Et ça, c'est ce qui correspond à un scénario de neutralité carbone. Voilà, donc 70 milliards, il faut se représenter, 70 milliards par an. Par an. Hein, il faut se représenter quand même que c'est quoi? C'est le budget, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. C'est un peu moins que la dépense pour l'éducation quand même. Un petit peu moins. Oui. Mais oui, c'est de cet ordre-là. Enfin, ça sera le premier poste de dépense de l'État. C'est pareil. Oui, c'est à peu près, par exemple, c'est la dépense pour la défense à peu près, qui est à peu près 2 points de PIB aussi. Enfin, Mais alors, ce n'est pas de l'argent public. 70 milliards, on n'est pas dans de l'argent public. On est dans un investissement qui doit être fait en partie par des entreprises, en partie par des ménages, en partie par des administrations. Et la grande question, c'est quel est le coût pour les finances publiques. Alors, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de doute. C'est à la charge des administrations publiques. Tout ce qui est rénovation des bâtiments publics, par exemple, qui est assez important, qui est en particulier assez important pour les collectivités territoriales, parce que c'est elles qui ont la charge des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, etc. Ça, c'est une dépense publique par nature. En revanche, il y a toute une zone dans laquelle on ne sait pas bien qui doit financer. Alors, si vous avez un écart entre la rentabilité publique, la rentabilité sociale, si vous voulez, et la rentabilité privée,
Et si la rentabilité privée est trop faible, par exemple parce qu'il n'y a pas de prix du carbone à un niveau suffisamment élevé, hein, on est dans une économie d'externalité, donc il faut un prix du carbone suffisamment élevé pour assurer la rentabilité de ces investissements. Si on refuse de mettre le prix du carbone à ce niveau, pour des raisons d'acceptabilité sociale, ça veut dire que l'investissement privé ne va pas être suffisamment rentable. Et donc il va falloir le subventionner. C'est ce que font les Américains avec l'Inflation Reduction Act, donc qui sont le point extrême, si vous voulez, de l'affaire, puisqu'ils considèrent qu'il y a prix du carbone, ils ne veulent pas en entendre parler. En Europe, il y a quand même un prix du carbone. En France, il y a un prix du carbone. Il y a différents prix du carbone en Europe, mais il y a un marché unique pour l'industrie. On va étendre ça à un deuxième marché pour d'autres secteurs. Ce ne sera pas exactement le même prix, mais enfin, il y aura un peu de prix du carbone. Aux États-Unis, ce sera entièrement sous la forme de subventions. Et le montant de ces subventions, en réalité, on ne sait pas du tout combien ce sera. Parce que comme les subventions dépendent, le montant des subventions dépend du fait de la demande, les États-Unis se sont engagés à financer sans limite tous les investissements qui seront éligibles. Enfin, les chiffres annoncés... Les chiffres annoncés sont assez proches finalement des... Oui, mais les chiffres annoncés ne veulent rien dire. Ouais. Moi, je lisais un papier hier qui disait les chiffres annoncés, ils peuvent atteindre, les chiffres réels, ils peuvent atteindre le trillion de dollars, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que les chiffres annoncés, s'il y a suffisamment de demandes. Hein. Donc, ça, c'est l'écart entre la rentabilité sociale et la rentabilité privée. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est tous les agents qui n'ont pas accès au crédit, simplement parce qu'ils ne présentent pas les garanties de solvabilité suffisantes. Donc, si vous dites à des gens, il faut changer votre chaudière à fioul, il faut remplacer votre chaudière à fioul, ces gens-là, très vraisemblablement, ils n'ont pas les moyens de le faire. Oui, ou votre voiture, par exemple. Ou votre voiture. Mais les chaudières à fioul, c'est tout de suite, hein, puisque normalement, dans quelques années, avant 2030, ça sera interdit. Ce sera interdit. C'est déjà interdit d'installer une nouvelle chaudière à fioul. Maintenant, la question, c'est celle de l'élimination des 3 millions de chaudières à fioul qui existent. Et donc, si vous voulez faire ça, il va falloir offrir aux ménages... Et ça, c'est l'État qui va... oui, forcément. Parce que vous ne pouvez pas laisser les gens sans solution. Vous ne pouvez pas leur dire, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre chaudière à fioul, mais on ne vous soutient pas. Donc c'est tout ça, si vous voulez, qui est la... D'accord. Voilà. Alors ensuite, on peut discuter de qu'est-ce que ça veut dire pour les finances publiques. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dette, etc. Il y a tout ça, mais j'ai déjà été trop long. Oui, non, mais justement, alors je voulais me passer la parole à Patrick Artus sur ce sujet-là, c'est-à-dire que on vient donc d'expliquer que ça va demander beaucoup d'argent. Alors ça va demander de l'argent, aux industriels, aux particuliers, et puis il y a toute une partie effectivement à la fois pour aider les industriels à le faire, et puis pour aider les gens à changer leur chaudière au fioul ou à acheter une voiture neuve. Et ben ça sera l'État qui va compenser ça. Est-ce que compte tenu de l'endettement des comptes publics et des autres chantiers prioritaires de l'État, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que l'État a les moyens de faire ça? Oui, bonjour à tous. Oui. D'abord, juste 2-3 chiffres. J'avais des estimations un peu supérieures à celles de Jean, qui étaient au moins de 3 points de PIB, mais qui peut-être, c'est pas exactement le même champ, parce que si on inclut la décarbonation de l'industrie, des transports, la production d'énergie renouvelable, compte tenu de l'intermittence, vous savez que l'intermittence de la production imposera d'avoir des capacités supérieures à la demande pour les énergies renouvelables, et puis les bâtiments et logements à rénover. J'avais un peu plus, mais enfin, c'est... et puis, deuxième point sur les chiffres, il va falloir passer à une situation où on n'a pratiquement que de la production d'électricité. Donc on va falloir remplacer toutes les sources d'énergie fossiles par de l'électricité verte, que ce soit de la biomasse, du solaire, de l'éolien, etc.
Et il va falloir augmenter considérablement notre capacité de production d'électricité. Alors l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, suppose que en 2050, en Europe, on aura 40-45% par rapport à aujourd'hui de hausse de la production d'électricité. Ouais, notre vie sera électrique, on sera dans des voitures électriques, les marteaux-piqueurs sont électriques, tout sera électrique. Voilà, et ça inclut tous les usages de l'électricité. Et ça passe si on extrapole les chiffres de 2022, par exemple, on a fait un vrai effort sur les énergies renouvelables en Europe, ça passe à condition d'arriver à baisser la consommation totale d'énergie de 1% par an. Et à ce moment-là, on arrive à la neutralité carbone nette, compte tenu des petits ajustements en 2050. Mais il faut vraiment faire pas simplement cet effort d'investissement, il faut faire un effort vraiment d'économie d'énergie, de sobriété, parce qu'il faudra baisser de plus de 30% notre consommation d'énergie à l'horizon 2050 pour pouvoir avoir une capacité électrique suffisante. On va effectivement revenir sur le sujet de la sobriété, parce que c'est très important. Oui. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est faisable pour les finances publiques et pas que pour les finances publiques, pour les entreprises, hein. Et je crois que ça dépend crucialement de la politique monétaire, puisqu'il y a un risque, parce que c'est un phénomène européen, mais c'est un phénomène mondial. Jean parlait des États-Unis. Quand on va dans les pays du Moyen-Orient, il y a des investissements dans la transition énergétique considérables, en Australie, dans les pays africains. Enfin, donc il y a un boom d'investissement dans la transition énergétique. À un moment, on peut craindre que ce boom d'investissement dans la transition énergétique fasse passer le besoin d'épargne, c'est-à-dire le montant de ces investissements, au-dessus des ressources en épargne. Depuis 15 ans, un peu plus de 10 ans, on vit avec un gros excédent d'épargne, alors qui date d'avant, mais on vit avec un gros excédent d'épargne mondiale. C'est-à-dire qu'exempté, les ressources en épargne du monde sont supérieures aux besoins d'investissement du monde. Et ça a fait baisser beaucoup les taux d'intérêt réels. Et donc on est dans une situation extrêmement favorable où les taux d'intérêt, alors réels, hein, bien sûr. Il y a de l'argent dans les caisses. Voilà, et sont inférieurs à la croissance. Ouais. Et à ce moment-là, si on gardait cette situation de taux d'intérêt réel inférieur à la croissance, on n'aurait pas de contraintes de soutenabilité de la dette, on n'aurait pas de contraintes budgétaires, on pourrait faire des déficits publics très importants et les entreprises seraient beaucoup plus à l'aise pour s'endetter, etc., et faire de ces investissements qui vont vraiment faire baisser leur rentabilité. Mais il y a un risque qu'on passe un équilibre où on revient à la situation des années 90 et du début des années 2000, où les taux d'intérêt réels sont supérieurs à la croissance de l'économie. Et à ce moment-là, on retrouverait une vraie contrainte d'équilibre budgétaire, hein, et une vraie pression sur les entreprises pour se désendetter. Et donc, et on ne sait pas, je veux dire, c'est très difficile de faire des prévisions de l'équilibre entre l'épargne et l'investissement, mais on peut penser que ce choc qui fait une hausse considérable du besoin d'investissement pousse le besoin d'épargne mondiale au-dessus des ressources en épargne. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, peut-être on discutera avec Isabelle et Patrice les moyens d'éviter ça. Mais si c'est le cas, ça va être très compliqué parce que dans le même temps qu'on aura ces besoins d'investissement considérables, on sera confronté à des taux d'intérêt réels qui décourageront normalement la dépense publique et les investissements d'entreprises. Est-ce qu'on a des données un peu concrètes, chiffrées sur le besoin en investissement mondial versus l'épargne disponible mondiale? Par construction, c'est le même chiffre, hein. Ex post, l'épargne mondiale, c'est l'investissement mondial. Non, mais besoin futur, enfin. Écoute, si on part, enfin moi je partais plutôt de trois gros points de PIB de besoin d'investissement supplémentaires. Plus, alors il y a des dépenses publiques supplémentaires, hein. Il y a des dépenses publiques de défense, il y a des dépenses d'éducation, de santé, de R&D. Enfin, probablement, ça fait plus de 4 points de besoin d'épargne supplémentaire. Et à ce moment-là, on peut penser que, évidemment, on observe que la réalisation de l'équilibre, mais qu'on passerait à un équilibre avec des taux d'intérêt réels beaucoup plus élevés. Et donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que, il faudra... Et ça impose, on débattra plus tard, mais il faudra l'éviter.
Il faudra faire des politiques publiques explicites pour maintenir les taux d'intérêt réels à un niveau où on favorise les financements de la transition énergétique ou les financements des investissements des entreprises. Jean, juste sur cet aspect, est-ce qu'il n'y aura pas assez d'épargne pour financer tous ces investissements? Moi, je suis d'accord avec Patrick, le risque existe. Ensuite, on a du mal à comprendre exactement pourquoi les taux d'intérêt ont été si bas. C'est-à-dire on a tellement d'explications possibles qu'on a du mal à discriminer entre les différentes explications. L'une d'entre elles, c'est clairement effectivement l'excès d'épargne mondiale, mais il y en a d'autres aussi. Et donc c'est assez difficile quantitativement de se former un jugement. D'accord. Alors, je voulais en venir à Jésabel Coupé-Soubeyran. Donc, parce que vous, il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, c'est justement tous ces investissements qui devront être faits, mais qui ne présentent aucun caractère de rentabilité. Et on peut citer évidemment tout ce qui est aide sociale, enfin tout ce qui est... on peut imaginer par exemple que la subvention à une industrie, il y a quand même une forme de retour en création de richesse, etc. Et puis il y en a qui sont de la dépense pure de l'État. Et comment on fait face à cette question de l'investissement non rentable? Merci de l'invitation, merci de cette invitation à participer avec vous à la discussion. Je vais effectivement en venir à la question du financement du non rentable, mais avant cela, j'aimerais en fait souligner le halo qu'il y a autour de cette estimation là, du besoin d'investissement de 2 points de PIB. Et Patrick l'a dit, en fait, il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de ça. Les estimations peuvent être beaucoup plus importantes que 2 points de PIB. En réalité, la variation est énorme selon le périmètre sectoriel que l'on retient, selon également le scénario en fait, de transition que l'on retient. Alors, c'est vrai que ce 2 points de PIB, il ressort dans pas mal de travaux, mais en réalité, on est entre 2 points, 3 points, parfois 8 points de PIB, selon les estimations. Si on regarde, par exemple, si vous voulez, le panorama des investissements très utiles réalisés chaque année par I4C, on est effectivement plutôt autour de ces 2 points de PIB. Mais qu'est-ce qu'on prend en considération? Bâtiment, énergie, transport. Quid de l'industrie? Quid de l'agriculture? Et quid en fait de plein de dépenses d'accompagnement, de subventions qui vont être nécessaires. Donc voilà, il y a ce halo très important dont il faut être conscient. Ensuite, eh bien, il y a le partage entre ce qui va pouvoir reposer sur du financement privé et ce qui va devoir reposer sur du financement public. Ça, dans les estimations de points de PIB ou autres, généralement, ce partage, on ne le fait pas bien. On ne sait pas trop le faire. D'accord ? Ce qu'on ne remet pas du tout en question également non plus, c'est le profil de rentabilité de ces investissements. En fait, implicitement, quasiment tout le monde fait l'hypothèse que ces investissements nécessaires présentent un profil de rentabilité tout à fait standard. D'accord ? Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Alors, au risque d'être simplificatrice, mais je vais l'être simplement pour dire que la réalité est beaucoup plus complexe que ce que je vais décrire, en fait, on peut distinguer, je crois, 3 grandes masses d'investissements nécessaires pour réaliser cette bifurcation sociale écologique. Il y a sans doute dans les 2 points, les 3 points ou les 8 points de PIB nécessaires, une première masse d'investissements qui présentent un profil de rentabilité standard, qui sont des investissements rentables. C'est le cas, sans doute aujourd'hui, grâce d'ailleurs à un peu de subvention publique qui a permis l'amorçage de ça, c'est le cas des énergies renouvelables. D'accord ? Aujourd'hui, les investissements dans les énergies renouvelables reposent sur un modèle économique qui fait que ces investissements sont rentables. Et donc, pour effectuer ces investissements-là, eh bien, effectivement, le financement privé, ça va tout à fait convenir. D'accord ? Donc, ça, c'est standard. Après, on entre dans une deuxième grande masse d'investissements nécessaires qui présentent un profil de rentabilité
un peu moins standard. Quand on pense par exemple à des investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, ça ne devient rentable qu'à un horizon plus long. D'accord ? Et donc dans cette deuxième masse, il y a en fait, si vous voulez, tous les investissements qui présentent soit une incertitude sur leur rentabilité, soit en fait un horizon très long de rentabilité. Que faut-il pour financer ces investissements-là ? Il faut des investisseurs très patients. Les investisseurs privés, patients, ils ne le sont pas trop. D'accord ? Et donc, ça veut dire que pour cette masse d'investissements-là, eh bien, on a besoin d'investisseurs de long terme. On a sans doute besoin de développer, par exemple, la force de frappe des banques publiques d'investissement. Et là, déjà, on a besoin de mobiliser plus de fonds publics que dans la première masse. Parce que dans la première masse, en gros, les fonds publics, c'est pour amorcer les modèles économiques. Une fois que les modèles économiques sont devenus rentables, on n'en a plus besoin. Deuxième masse, là, on a besoin de plus de fonds publics pour faire fonctionner ces investisseurs de long terme, que sont les banques publiques d'investissement. Et puis, il y a une troisième masse d'investissement. Et c'est cette masse d'investissement qui m'intéresse particulièrement. La troisième masse d'investissement, eh bien, c'est celle qui est systématiquement écartée en fait, des estimations qui sont réalisées, mais à raison, parce qu'en fait, on sait très mal les estimer. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit, si vous voulez, de toutes les dépenses véritablement de réparation de la nature, d'accord, de reforestation, d'installation de puits de carbone, de dépollution des océans, et également de toutes les dépenses d'accompagnement. Si on veut faire la transition agricole, comment fait-on ? On dit aux agriculteurs, bon, vous êtes sympas, mais maintenant c'est fini, l'agriculture intensive, et puis tout le monde va passer au bio. Bon, il faut, bien sûr, il faut prévoir des compensations, d'accord ? Et ces compensations, elles sont importantes. Même d'ailleurs, tout ce qui a trait aux subventions que Jean évoquait tout à l'heure, pour changer un matériel de chauffage, effectivement, il va falloir beaucoup d'accompagnement. Par ailleurs, pour effectuer ces changements de modèle de production, on a besoin, en fait, de dépenses énormes de formation. D'accord ? D'éducation, d'accompagnement, toute cette masse-là d'investissement, je serais incapable de vous donner un chiffre. Je sais simplement, si vous voulez, que sur cette masse d'investissement-là, on n'a pas du tout un profil de rentabilité standard. Ce sont, je dirais, en gros, de pures dépenses qui sont absolument indispensables pour réaliser la transition écologique, mais qui n'ont pas un profil de rentabilité standard. Donc, par définition, ce sont des dépenses qui devront être intégralement prise en charge par la puissance publique. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que comment fait-on ensuite ? Quels instruments financiers mobilise-t-on pour amener justement la puissance publique à financer ces dépenses ? Est-ce que ça peut reposer sur l'impôt, sur des taxes ? Alors bien sûr, on pense à tous les instruments, taxes carbone, etc. Mais en fait, ces instruments-là, ils ne sont efficaces que s'ils sont redistributifs. Ce qui veut dire que quand on les met en place, on ne peut pas les mettre en place pour dégager un produit qui va permettre la réalisation de ces dépenses-là. Par ailleurs, se pose plus généralement la question de savoir si on a vraiment des marges de manœuvre énormes au niveau de la fiscalité. Alors, il en existe sans doute, et moi, je suis tout à fait favorable, bien que ce ne soit pas précisément mon domaine, tout à fait favorable à des réformes fiscales permettant de mieux lutter contre l'évasion fiscale, de faire des impôts plus progressifs, etc. Mais est-ce que ça, ce sera véritablement à la hauteur des besoins ? Ce n'est pas sûr. D'accord ? Donc ça veut dire que, a priori, si vous voulez, du côté de l'impôt, on ne dispose sans doute pas de marge de manœuvre suffisante pour combler les besoins. Est-ce que ça peut, dans ce cas, reposer sur un emprunt obligataire standard ? Autrement dit, est-ce que ça peut reposer sur la dette publique ? Bon, là se pose quand même la question de la soutenabilité de la dette, puisque cette dette est contractée sur des marchés financiers. Les investisseurs ne sont pas du tout insensibles à la soutenabilité de la dette. D'accord ? Donc, ça veut dire que tant que les États empruntent sur les marchés, se financent sur les marchés, on bute là aussi sur une contrainte. Et donc, ça m'amène à l'idée que si
on ne se montre pas plus innovant dans les instruments de financement public pour réaliser ces dépenses, on n'y arrivera pas. Et comment se montrer innovant? Eh bien, en fait, en utilisant la puissance monétaire. D'accord? Jusqu'à présent, dans les interventions, le raisonnement implicite, c'était un raisonnement en termes de fonds prêtables. Il y a de l'épargne d'un côté, des investissements à réaliser, regardons si on peut amener l'épargne vers les investissements. Mais la création monétaire, ça existe aussi. La planche à billets, comme on voilà, disait la dans puissance monétaire, ça existe. Les banques centrales ont déployé à tout vent cette puissance monétaire au cours des dernières décennies. C'est d'ailleurs une des explications majeures, me semble-t-il, du niveau bas des taux d'intérêt avant qu'ils ne remontent suite au resserrement de la politique monétaire face à l'inflation. Donc cette puissance monétaire, il faut la mobiliser, il faut la mettre au service de la transformation en fait, de nos sociétés, alors que jusqu'à présent, cette puissance monétaire a été mise au service du sauvetage du capitalisme financiarisé et d'économie aussi, quoi. Ouais. Oui, alors, mais bon, je pense que c'est surtout le modèle, c'est le modèle passé qu'on a préservé avec cette puissance monétaire des banques centrales. Et donc, très concrètement, si je peux finir sur ce point, et j'espère ne pas être trop longue. Non, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? On pourrait envisager, en fait, d'ajouter au mode de création monétaire existant. Le mode de création monétaire existant, c'est un mode bancaire assez traditionnel que les banques utilisent. Elles créent de la monnaie en octroyant des crédits, elles créent aussi de la monnaie en achetant des titres, et la Banque centrale crée de la monnaie centrale, celle que les banques utilisent entre elles, de la même façon. C'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie quand elle prête aux banques, et elle crée de la monnaie quand elle achète des titres. Ce sont en fait des modes de création monétaire qui ont systématiquement une contrepartie financière. D'accord ? Ce sont des modes de création monétaire qui sont encastrés soit dans la dette, soit dans les titres. Ça, ça ne fonctionne que pour des réalisations qui se traduisent par un retour financier. Dans la troisième grande masse de dépenses que j'ai évoquées, on est systématiquement face à des dépenses qui n'ont pas de retour financier. Il faut donc inventer un mode de création monétaire qui soit sans exigence de contrepartie financière. C'est tout à fait imaginable. Et d'ailleurs, les banques centrales, au cours des années passées, finalement, ont donné déjà de la monnaie centrale. Elles ont donné de la monnaie centrale quand elles ont prêté à taux négatif. D'accord ? Puisqu'on leur a remboursé moins, les banques leur ont remboursé moins que ce qu'elles ont emprunté. Donc il y a bien du don de monnaie centrale, c'est-à-dire, au fond, une création de monnaie sans contrepartie. Ouais. Donc, il y a des choses qui sont imaginables. J'appelle à l'imagination et à la générosité des banques centrales. Alors, on va revenir, d'ailleurs, prendre l'opinion de nos amis sur ce sujet, mais je voudrais passer la parole à Patrice Geoffron. Vous avez entendu un petit peu tout ce qui s'est dit là. On voit bien qu'on est dans un chantier qui est... compliqué, ça veut dire que ça sera pas un chemin de rose, qu'il va y avoir beaucoup d'efforts à faire, que l'État devra faire des choix et que beaucoup de ces choses-là ne trouvent pas, justement, comme on disait à l'instant, de rentabilité. Alors vous développez une autre idée, vous dites que finalement, il y a aussi des bénéfices cachés. Alors expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Oui, j'ai bien écouté mes camarades et toute cette discussion, évidemment, donne le vertige. Et je m'imagine, ayant 18 ans, étant au lycée et écoutant finalement un discours aussi ouvert sur les difficultés du monde qui sont au-devant de nous. Je pense que si on veut apporter quelques contributions au débat, il peut être intéressant de se placer dans une perspective un peu longue et d'essayer de comprendre pourquoi nous, Européens, et singulièrement au cœur de tout ça, nous, Français, on doit faire aujourd'hui cet effort. Et quand je dis aujourd'hui, c'est dans un contexte, évidemment, qu'on ne doit pas perdre de vue, dans lequel, à la fois, évidemment, et ça a déjà été évoqué, le GIEC nous a rappelé une série de contraintes tout récemment, mais dans lequel, par ailleurs, on a pu mesurer notre fragilité. Nous sommes finalement les premiers émergents. On a commencé à brûler notre pétrole, notre gaz un peu plus tard, mais en tout cas notre pétrole et notre charbon, surtout à partir du 19e siècle. Et pour un pays comme la France, si vous voulez un ordre de grandeur, on importe 99% de notre pétrole et de notre gaz.
de fournisseurs qui ne sont pas tous aussi sympathiques que la Norvège. Et même la Norvège, qui est très sympathique, nous vend son gaz et par ailleurs son pétrole, mais son gaz surtout au prix du marché. Et donc ici, on comprend le sens de l'effort et le sens de ce qu'on doit faire dans ce contexte. Si on garde juste un instant cette perspective historique longue, lorsqu'on regarde notamment, je sais que vous êtes au lycée, donc vous avez notamment des cours d'histoire, me semble-t-il, si on prend une perspective longue, les travaux des historiens des temps très longs nous disent que le PIB mondial aujourd'hui, il est à peu près 100 fois plus élevé qu'en 1800, si on veut avoir un ordre de grandeur, et la population mondiale, elle a été multipliée par 10. Dans le même temps, on est passé de 0 émission nette de gaz à effet de serre, de CO2. Aujourd'hui, si à nouveau vous voulez avoir un ordre de grandeur, on est à 50 milliards de tonnes. Et c'est là que ça donne le vertige en 2050. Si on veut être aligné avec les objectifs de l'accord de Paris, quelque part aux alentours d'1,5 degré, et ça va être très difficile, il faudrait être revenu quelque part aux alentours de 0. Donc ça monte pendant 2 siècles et ça doit chuter là en l'espace de, disons, 2 décennies et demie. Et on est sur ce point d'équilibre très instable. Et évidemment, tous les corps de métier sont déstabilisés, y compris les économistes, parce qu'on doit penser le monde d'après cette nouvelle macroéconomie et c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de solution pour le monde et je ne sais pas si quiconque peut prétendre avoir une solution pour le monde et je suis incapable de raisonner en termes d'épargne d'investissement au niveau mondial. En revanche, il me semble qu'il y a un alignement désormais, et y compris en raison de la guerre, un alignement, disons, des intérêts de ce qu'on doit faire, nous, Européens. Les Européens ont une détermination, et je pense que collectivement, il faut qu'on en soit fiers au début de ce siècle, en étant la première zone du monde à dire « nous allons déployer une vision de décarbonation », et l'idée à ce moment-là, c'était de dire « nous avons une responsabilité historique ». Pour les raisons que j'évoquais auparavant, on a été les premiers à émerger et à émettre du CO2 notamment. Le CO2 qui a commencé à être brûlé sous l'ère victorienne, il est encore en partie dans l'atmosphère et donc il fait encore en partie, il fait partie des contraintes qui pèsent sur la trajectoire. Et donc on va prendre cette responsabilité et ça donne toute une série de mesures qui sont prises au début de ce siècle au niveau européen. Notamment l'objectif d'être décarboné à 20% en 2020 par rapport à ce qu'était le niveau de 1990. Et on l'a confirmé avec l'objectif cette fois de décarbonation totale au milieu du siècle et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030, c'est-à-dire après-demain. Et on est tous d'accord sur le fait que ça va être très compliqué. Donc, première raison de se décarboner, nous avons une responsabilité historique, on hérite de la richesse qui est autour de nous, qui est une richesse très carbonée, on doit prendre également notre part dans la dette de carbone et se décarboner. Il se trouve que la guerre arrive, et cette guerre, au moment où nous parlons ce matin, lorsque vous comparez les prix de gros de l'électricité, et c'est parti pour durer, avec ce qu'ils étaient il y a 4 ans, avant le début de tout ce bazar, y compris le coronavirus, on est à peu près dans un ordre de grandeur de x3, x4. Sur le gaz, c'est pareil. Les prix du gaz sont moins fous. On était à x15, x20 au cœur de l'année 2022. On est redescendu à des niveaux qu'on peut considérer comme plus raisonnables, mais qui sont encore x3 au moins par rapport à ce qu'ils étaient avant le début du conflit. Et donc, deuxième raison de se décarboner au-delà des raisons, disons, procédant de notre responsabilité historique et de l'idée qu'on se fait du modèle européen. Il y a une deuxième raison qui est que, comment dire, on a parlé plusieurs fois de taxe carbone, de prix du carbone, etc. C'est comme si nous allions vivre désormais dans un environnement avec au moins une taxe carbone implicite, alors qui est capturée par nos fournisseurs, c'est assez embêtant, mais de fait, le signal prix, on va l'avoir et on va l'avoir durablement. Et on le voit d'ailleurs d'ores et déjà dans beaucoup de domaines dans lesquels il y a un peu partout en Europe et notamment en France, une course au photovoltaïque dans l'industrie, de telle manière à essayer de se couvrir et d'avoir une vision sur les prix de l'électricité. Donc deuxième raison de se décarboner, il y va de notre intérêt économique direct, parce que se décarboner, et Jean l'a dit, hein, c'est investir dans du capital de telle manière à réduire ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire on n'aura plus à importer évidemment dès lors qu'on sera notamment électrifié massivement, notamment à partir de renouvelables et du nucléaire. Je ne pense pas qu'on ait parlé jusqu'alors de nucléaire. En tout cas pour la France, ça comptera très durablement. Eh bien, on aura peu de coûts de fonctionnement. En revanche, il va falloir investir en capital. Et le signal prix, c'est un signal prix qui est désormais tout à fait clair. Et enfin, dernière raison, et à mes yeux, ça n'est pas la moindre,
Si on fait le bilan, un bilan très douloureux des chocs que la France a eu à affronter au cours de ces dernières années, la crise dite des Gilets jaunes, qu'on a attribuée trop rapidement à une réaction à la taxe carbone, en fait, la crise des Gilets jaunes, elle commence en 2018, à un moment où le prix du pétrole, il a fait x2 par rapport à 2016. Et donc, lorsqu'on met une taxe sur un baril qui monte en flèche, on va incriminer évidemment les autorités publiques qui ont posé cette taxe, mais la vraie responsabilité, elle est dans le prix du baril. Et donc, il y a ce choc qui est à deux doigts de mettre la République à bas. Enfin, il faut remonter très loin dans le temps pour trouver des moments aussi préoccupants. Et évidemment, l'État intervient en tant qu'assureur de ce choc en dernier ressort, avec toute une série de conséquences qui pèsent sur les finances publiques, et notamment parce que la taxe, elle a été gelée, elle aurait dû rapporter une centaine de milliards d'euros durant la décennie, que, sauf grande surprise, on ne parviendra pas à capter. Le coronavirus, avec des mécanismes qui sont différents, est également une crise qui a en tout cas été renforcée parce qu'on est dans des sociétés qui utilisent beaucoup de fossiles. Il y a beaucoup de travaux, il y a des dizaines de papiers maintenant qui montrent non pas la mortalité, mais la surmortalité liée à la pollution de l'air. Et la pollution de l'air, elle est vraiment très largement liée, disons, à ce monde carboné. Et on comprend les mécanismes. Et ça marche pour l'Île-de-France, par exemple. Ça marche pour la Lombardie, vous savez, le nord de l'Italie, qui est très industrialisé, dans lequel il y a eu une mortalité absolument effrayante au début de la crise du coronavirus. Et ce sont deux zones, et puis ça marche en fait un peu partout en Europe et au-delà. Et donc on connaît le mécanisme parce qu'on est tous diplômés de pneumologie. Lorsque ce genre de cochonnerie arrive, évidemment, il y a une contrainte sur le système de santé, donc on est confiné, il y a le quoi qu'il en coûte, donc ça ne veut pas dire évidemment que si on avait été totalement décarboné, on aurait échappé à ce virus, mais probablement qu'on aurait eu moins de contraintes. Et si vous regardez la dette publique avant le début de la crise et en sortie de crise, on a un delta de quelques centaines de milliards d'euros. Encore une fois, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on aurait tout économisé, mais de fait, on aurait été probablement plus résilient, c'est un terme important, par rapport à ce type de crise. Et enfin, je termine, il me semble que ce type de raisonnement, ça marche bien également pour la crise dans laquelle nous sommes. Pour vous donner simplement un ordre de grandeur, là on jongle avec les milliards, les ristournes à la pompe l'an dernier, c'est 8 milliards. Sans parler de ce qui a été demandé comme effort par ailleurs à Total. Avec 8 milliards, vous donnez une prime, sauf erreur de calcul de coin de table, une prime de 10 000 euros à 800 000 ménages, de telle manière à changer de véhicule, pas forcément pour aller vers un véhicule ou pour passer d'une cuve à fioul. On en a parlé plusieurs fois, il y a plus de 3 millions de ménages qui ont des cuves à fioul, à autre chose. Et donc évidemment, il a fallu réagir face au choc et les autorités publiques en Europe ont eu peu de réactions qui sont des réactions vertueuses sur le long terme. Il a fallu déployer cette police d'assurance, mais les données dont on dispose, notamment calculées par Bruegel, c'est 700 milliards d'euros de réponse publique en 2022 pour les États européens, y compris le Royaume-Uni. Et à l'évidence, on aurait pu faire l'économie d'une partie de cet effort collectif si on avait été moins carboné. Et on aurait pu faire autre chose, évidemment, de ces ressources. Donc finalement, c'est difficile à le formaliser et à le dire, mais la guerre et également d'ailleurs la crise sanitaire ont eu en tout cas cette utilité, on ne peut pas dire que ce soit salutaire, mais en tout cas ont eu cette utilité de provoquer une réaction à la fois par le prix, vous le dites, et puis aussi par les comportements. Mais le prix et les comportements sont souvent, les deux sont souvent liés. Et donc vous pensez que ce raisonnement-là, on peut l'étendre, c'est-à-dire de dire il y a des investissements dont on juge qu'ils ne sont pas rentables aujourd'hui, et en fait dont on s'apercevra qu'ils le seront après coup, comme celui, par exemple, sur la santé et la pollution, ou sur les investissements dans les énergies renouvelables. Moi, je dis une chose qui est simple et qui est destinée plutôt à rabaisser le débat. Je pense qu'il ne faut pas gâcher une crise de plus. Et en fait, considérer qu'à l'avenir, la question c'est, y a-t-il un rendement caché à la décarbonation ? Et quelle est l'empreinte quelle est la zone à l'intérieur de laquelle ce rendement se révèle ? Le rendement caché. Alors, il y a des gens qui
Ça, vous estimez ça? Très concrètement, fermer une centrale à charbon ou utiliser moins de cuves à fioul, ça produit deux effets. On émet moins de CO2. Alors le CO2, à la fois, évidemment, il faut en émettre moins, mais ça va produire des effets en permettant de sauver des îles dans le Pacifique. Et on peut considérer que nous, en Europe, c'est pas ma perception, mais de fait, on peut tenir un discours, et ce discours, il est très présent, consistant à dire qu'il est urgent d'attendre et que l'essentiel du problème, désormais, est en Chine, et laissons les Chinois avancer. Mais dans le même temps, fermer une centrale à charbon, utiliser moins de vieux diesel, ce qui va être évidemment problématique, avoir moins de cuves à fioul, ça produit également des bénéfices locaux, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Et il y a des collectivités à l'intérieur desquelles on va mécaniquement capturer ce rendement. Parce qu'une meilleure qualité de l'air, évidemment, c'est moins de coûts sur le système de santé, une amélioration de la productivité des entreprises, une amélioration également de la productivité agricole. Je vous invite à regarder notamment le bilan très régulièrement que fait le Sénat du coût de la qualité de l'air. Et le Sénat nous dit que selon les évaluations, c'est entre une trentaine de milliards d'euros par an pour les évaluations les plus basses et une centaine de milliards d'euros. Et tu vois, Jean, on n'est pas très loin du besoin de financement. Oui. Mais c'est des coûts très diffus, donc c'est pour ça, évidemment, c'est compliqué. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table quand même rapide sur la question des comportements, de la sobriété, qui était un vrai sujet. Je voulais juste savoir s'il y avait des questions dans la salle ou éventuellement d'ailleurs sur Internet, parce que les gens qui sont à distance peuvent aussi poser des questions. Alors, il y avait, voilà, monsieur, alors je ne sais pas où sont les micros qui circulent. Est-ce qu'on peut apporter un micro? On va prendre 2-3 questions et puis après on va reprendre le fil de notre conversation. Chef, on a jusqu'à quelle heure 13 minutes. Bon, alors allez-y, vous avez 1 minute et demie. D'accord, merci beaucoup. Henri Ries d'une association qui s'appelle Énergie franco-allemande, et j'ai vu le professeur Pisani la dernière fois quand Hendrik Enderlein était encore en vie, qui était, je crois, le meilleur dans les relations franco-allemandes. Et professeur Pisani-Ferry et puis Hendrik Enderlein ont écrit il y a quelques années, c'était encore sous Hollande, pour Montebourg, et le ministre allemand c'était Gabriel, un plan pour faire ça, mais dans un esprit franco-allemand. Ouais. On comprend très mal. Hein. Et vous avez écrit pour, c'était encore le président Hollande, Hendrik Enderlein et vous, pour Gabriel et Montebourg, de faire ça dans un esprit franco-allemand. Franco-allemand, oui. Macron, pas moi. Ah oui, c'était déjà Macron, pardon, ok. Mais cette étude était... Votre question. Et ma question est que, est-ce que vous ne pouvez pas répéter ça? Parce que je vois, en décembre, nous étions à un point mort. Le Conseil des ministres franco-allemand était annulé. On ne se parle pas. Je reviens là de Berlin d'un grand congrès. Aucun orateur français. Et peut-être même dans un esprit de triangle de Weimar. Parce que là, il y a aussi beaucoup de Donc dialogue. la relance de la coopération franco-allemande. Alors, il y avait une question à côté. Voilà, monsieur, allez-y. Oui, merci. J'ai bien noté que les dépenses envisagées sont énormes, complexes, qu'elles doivent se partager entre le public, le privé, de nouveaux outils de financement, etc. Mais je dirais que ce soit 2 ou 4% du PIB, si vraiment on se situe dans une perspective de guerre climatique, ça paraît quelque chose qui relève du domaine du possible. Encore faudrait-il que sur le plan politique et social, on soit conscient qu'on rentre dans une guerre climatique. Mais je pense que ceci est en rapport avec l'objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré ou 2 degrés d'ici 2050. Mais d'ici là, il y aura encore beaucoup de chocs qui vont survenir, des dégâts, des inondations, des feux de forêt, des pandémies, enfin que sais-je. Et je voulais savoir si dans les coûts que vous envisagez,
ces dépenses-là sont incluses. Les coûts des catastrophes naturelles. C'est-à-dire les coûts des catastrophes, ce que j'appellerais non pas de l'investissement, mais de la réparation. C'est la conséquence. Oui, tout à fait. Jean, peut-être d'abord répondre à ça. Il y a la coopération franco-allemande, c'est un sujet qui vous tient à cœur, mais effectivement, c'est intéressant. Dans les calculs qui sont faits, est-ce que on parle aussi, enfin, on envisage aussi la question de l'augmentation du coût des catastrophes naturelles, quoi. Oui, peut-être juste un mot sur le franco-allemand. Vous avez raison, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Aujourd'hui, il y a, assez paradoxalement, d'une certaine manière, les Français et les Allemands ne s'entendent pas. Macron est en Chine aujourd'hui avec Ursula von der Leyen, mais Scholz y est allé tout seul au mois de janvier. Il y a de multiples indications. Je pense qu'il y a des causes qui sont assez conjoncturelles. Le fait que les deux pays sont dans une situation politique interne difficile. Il y a des causes qui sont plus profondes, qui sont la manière dont on voit l'avenir et le fait que par rapport à ce grand choc géopolitique, etc., les réactions ne sont pas les mêmes. Et donc chacun revient à ses réflexes assez profonds. Sur l'autre point, c'est-à-dire sur la question des investissements d'adaptation et le volet adaptation, vous avez absolument raison. C'est-à-dire tous les chiffres qu'on a cités, je dirais la fourchette est quand même un peu plus resserrée que ce que disait Isabelle. Ces chiffres-là, ce sont uniquement des investissements de mitigation, d'atténuation. Ensuite, il y a toute la question du coût des dommages et des investissements d'adaptation pour répondre à des situations qui sont de plus en plus des situations de petites ou de grandes catastrophes. C'est-à-dire, petites catastrophes, c'est des logements qui ne conviennent plus, c'est l'urbanisme qui ne convient plus, etc. Et puis les grandes catastrophes, évidemment, c'est qui nous menacent moins, mais c'est tout ce qui est les tempêtes, etc. Ces dépenses-là ne sont pas incluses aujourd'hui dans le chiffrage. Alors, on a une idée assez imprécise de ce que ça va coûter. C'est certainement moins que les dépenses d'atténuation. Enfin, c'est vrai qu'on va devoir faire les deux en même temps. Et donc, ça compte aussi absolument. Ouais, il y aura de l'important et de l'urgent aussi. Et les deux ne sont pas forcément les mêmes. Alors, je voudrais quand même qu'on parle du changement des comportements, la sobriété. Alors, on a vu qu'une envolée des prix du gaz ou du pétrole, en fait, qu'une guerre, c'était un élément de motivation extrêmement puissant, notamment évidemment par le biais des prix, et que les comportements pouvaient évoluer, puisqu'on a économisé, enfin, on a eu 20% de moins de consommation cet hiver, ce qui est assez exceptionnel. Alors, quel est votre point de vue, chacun, sur quel est le meilleur outil pour faire changer les comportements et faire cette sobriété? Patrick disait qu'il faut que 25% de l'effort, ça soit, enfin, en tout cas, qu'on économise 25% de l'énergie à 2050, c'est ça, hein? Ouais. Et donc, comment on fait, Isabelle? J'ai pas de recette miracle, malheureusement. Non, la sobriété, c'est quelque chose d'important à mettre dans l'équation de la transformation. C'est-à-dire qu'il nous faut, pas seulement compter, bien entendu, sur la technologie, sur l'investissement technologique. Il faut mettre de la sobriété et en fonction finalement de la part de sobriété dans l'équation, eh bien, l'estimation des besoins d'investissement n'est pas la même. Alors, cela étant, si intuitivement on peut avoir le sentiment que quand on met plus de sobriété, ça coûte moins cher, c'est pas forcément comme ça que ça se passera, parce que la sobriété, eh bien, ça implique des changements majeurs de comportement. Consommer moins, c'est vraiment changer complètement ses habitudes de consommation, ses repères. Et pour ça aussi,
eh bien, on a besoin de dépenses d'accompagnement. Donc, la sobriété, c'est quelque chose de fondamental, mais attention, ce n'est pas gratuit. Ça va encore coûter de l'argent. Ben oui, c'est pas gratuit la sobriété, en fait. Ouais, ça c'est implique pas gratuit. Normalement, c'est apprentissage plutôt l'économie, c'est plutôt pour gagner. Oui, mais je voulais souligner un peu ce paradoxe-là. Voilà. Et puis peut-être un point aussi pour rebondir sur la question de monsieur. La stratégie de tout petit pas, finalement, dans laquelle on est engagé, eh bien, nous expose à ces dépenses croissantes de réparation. On va y être confronté parce que les manifestations en fait, du dérèglement climatique vont continuer et vont s'accentuer. Je pense qu'il faut qu'on interroge en fait cette stratégie de petits pas. Cette stratégie de petits pas dans la transition écologique, elle est, Patrick ne va pas être content, mais elle est quand même en grande partie due au fait qu'on essaie de ménager, je dirais, le secteur bancaire et financier. Parce que la transition pour le secteur bancaire et financier, c'est également vécu finalement comme un risque en tant que tel, comme un risque de perte au niveau d'actifs qui, lorsqu'on va avancer dans la transition, vont se dévaloriser. Donc il faut accélérer, quoi. Voilà, faut accélérer. Oui. Alors je voudrais qu'on fasse un. Je vous embête, non? Non, c'est pas ça. C'est qu'on est à, on a déjà dépassé le temps. C'est vrai que les femmes parlent trop, c'est ennuyeux. Non, pas du tout. Mais je voulais juste. Alors, on va faire ça de façon extrêmement égalitaire, même si nous ne sommes pas dans une parité absolue. D'ailleurs, j'excuse Kathleen Schubert qui est souffrante et qui devait participer également à ce débat. Je voudrais juste qu'on fasse un dernier tour sur cette question. Quel est pour vous le meilleur outil pour faire changer les comportements? On a vu que le prix, ça marchait. La guerre, ça marche aussi, mais ce n'est pas très souhaitable. Donc, vous avez 1 minute chacun. Patrick. Oui, il y a 3 instruments, hein, le prix. Et donc, Patrice nous rappelle que ce n'est pas simplement le prix du CO2, hein, c'est le prix des énergies fossiles qui sera beaucoup plus élevé maintenant, surtout avec le nouveau comportement des pays de l'OPEP, hein, qu'il faut rajouter dans l'addition. Mais si on devait avoir un prix du CO2 qui fait tout, qui règle complètement le problème des comportements, etc. Ouais. Il faudrait un prix du CO2 autour de 200 € la tonne aujourd'hui et montant à 400 € la tonne, c'est-à-dire au moins 3 fois plus cher que le prix du CO2. Donc on peut pas faire tout reposer sur le prix du CO2. Et donc il y a deux autres possibilités, c'est les citoyens se comportent différemment spontanément, et on le voit. Hein, on a tous baissé la température des appartements, les entreprises ont baissé la climatisation, enfin, c'est quand même 8 à 10% de et ça passe par la persuasion, la propagande, on dirait Non, c'est du civisme, quoi. Oui, et puis, il y a la contrainte, et bon, il est sur la table de mettre un certain nombre de contraintes. Si on avait Jean-Marc Jancovici ici, il parlerait essentiellement de ça. Donc, c'est restreindre les voyages en avion, imposer le train, réduire les voyages d'affaires. Il faut de la contrainte aussi. Et changer l'urbanisme. Enfin, et probablement, il faut marier les trois, parce qu'on pourrait possiblement faire tout reposer sur le signal prix, mais ça serait civisme et contrainte. Un signal prix, incluant le signal prix spontané des prix des énergies fossiles, civisme qui a été assez efficace depuis 1 an, et contrainte pour le reste. Quoi. Alors Patrice, prix, civisme, contrainte, vous choisissez un cocktail ou l'un des trois? Tout a été dit. J'aimerais notamment, eu égard à notre public de lycéens, préciser 3 notions. L'efficacité, il va falloir, et tu l'as dit, qu'on consomme globalement moins d'unités d'énergie. Comment on fait? Il y a 3 leviers. Premièrement, plus efficace. Il y a par exemple en France à peu près 5 millions de passoires thermiques, donc qui consomment beaucoup d'une énergie qui de fait s'évapore.
Et donc, si on parvient à résoudre ce problème, on a toute une série d'effets, notamment un effet d'adaptation, notamment aux canicules, etc., par rapport à la question que posait monsieur. La sobriété, c'est différent. La sobriété, c'est admettre pour différentes raisons, et peut-être manque-t-il des sociologues pour mieux l'expliquer, des contraintes. J'étais il y a 2 ans dans cette même salle pour les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat, que j'ai accompagné pendant toute sa durée. On est allé remettre à l'Élysée les rapports, ce beau rapport au président de la République, qui a extrait 1 ou 2 mesures. Parmi ces 2 mesures, et il a eu raison à ce moment-là, il y avait le passage de 130 à 110 km sur autoroute. À ce moment-là, dans ce qu'était l'état de notre société, ça paraissait totalement inimaginable, ou alors on revenait à la case départ de la crise des Gilets jaunes. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il peut bien faire, notamment au travers des chocs qu'on a traversés, qui rendent désirable une mesure qui n'était pas il y a 2 ans. Et troisièmement, et surtout, au milieu de tout ça, quelque part caché, il y a ce qu'on appelle l'agilité. L'agilité, c'est quoi? Patrick nous disait, et tu as tout à fait raison, qu'on va vers un monde qui est un monde très électrique, et notamment avec des renouvelables qui vont produire en fonction du vent et du soleil. Et donc, il y a des moments où on aura un afflux d'énergie, un afflux d'électricité. Ce seront des moments opportuns pour consommer ou pour stocker cette électricité si les dispositifs techniques permettent de le faire. Et il y a d'autres moments, au contraire, où il vaudra mieux éviter. Et cette agilité, eh bien, de fait, on en est très loin aujourd'hui. On ne se pose pas vraiment de questions en appuyant sur un interrupteur pour savoir si c'est le bon moment ou non pour consommer l'électricité. Il faudra faire collectivement cet apprentissage. Alors, Isabelle, prix, contraintes, civilité, c'est quoi le bon équilibre? Vous êtes sûr? 1 minute. Le signal prix, il ne marche pas toujours. Effectivement, des contraintes en passant par la réglementation, par des interdictions, je pense qu'on n'y coupera pas. Il faut le faire. Et en particulier, d'ailleurs, en ce qui concerne le secteur bancaire, on avait une session hier où on réfléchissait à la façon de détourner les banques des financements fossiles. Ça passe par des évolutions de la réglementation. Donc oui, on a besoin de contraintes, on a besoin de politiques publiques volontaristes et on a besoin de trouver des modes de financement innovants. Jean, en conclusion, le meilleur outil pour la sobriété, l'économie, l'engagement aussi. Je voudrais rajouter deux éléments. Un élément de réputation. Aujourd'hui, les entreprises qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre le payent sur le marché action. Ça a été montré quantitativement et ce n'est pas du tout négligeable. Parce que les chefs d'entreprise, ils font effectivement attention à la valeur de leurs actions. Deuxièmement, du point de vue des ménages, il y a aussi une dimension qui est le fait de faire de la sobriété qui bénéficie individuellement. C'est-à-dire, il n'y a pas que le civisme. Le civisme, c'est de se préoccuper des autres. Se préoccuper de soi-même, se préoccuper de sa santé, prendre conscience des co-bénéfices, en fait, d'un comportement plus sobre, que ce soit en mangeant moins de viande, que ce soit en faisant du vélo, que ce soit en marchant, etc. C'est important aussi. Donc, ce n'est pas des leviers très puissants, ni l'un ni l'autre, mais ce sont des leviers non négligeables. Mais qui peut-être permettront de changer le monde, on l'espère. Merci à tous et donc je laisse la parole pour la prochaine session. Merci.